Manuel Valls est en visite au Maroc, première visite de haut niveau depuis la fin de la brouille entre Paris et Rabat. Et on va en parler avec vous de cette visite. Moustapha Tossa, bonsoir, rédacteur en chef adjoint à Radio Monte-Carlo Doualia. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi on s'est brouillé avec le Maroc durant un an? Ça a duré longtemps cette dispute. Oui, on s'est brouillé, enfin la France et le Maroc se sont brouillés à un moment donné lorsque tout d'un coup, sans crier gare, une brigade de policiers surarmés se sont rendus au domicile de l'ambassadeur du Maroc en France pour délivrer un mandat d'amener ou un mandat d'interrogatoire destiné au patron de la DST marocaine, le patron du renseignement intérieur, accusé par quelques citoyens franco-marocains d'avoir pratiqué la torture. Alors, c'est ça l'étincelle qui avait fait voler en éclats la relation, pour la simple raison que les Marocains ne comprenaient pas pourquoi une telle démarche, pourquoi une telle procédure, alors que les relations entre la France et le Maroc étaient censées être intimes et stratégiques, et ils n'ont pas compris pourquoi les Français ont eu recours à cette procédure, et ils ont mal réagi, à tel point que la coopération judiciaire a été suspendue et ça a donné lieu à une crise extrêmement longue dans les relations franco-marocaines d'une année, un froid glacial entre Rabat et Paris, jusqu'à ce qu'il y ait le dénouement avec le sommet entre le roi Mohamed VI et François Hollande à l'Élysée et le retour progressif de la normalisation, entre guillemets, entre les deux pays. Alors la suspension justement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, c'est quand même très ennuyeux parce que le Maroc est quand même un maillon fort dans cette lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut le dire. Et alors, cette suspension a eu pour effet que les dossiers juridiques, entre guillemets, purement juridiques, s'amoncellent dans les chancelleries à Rabat et à Paris et qu'on trouve des difficultés à les régler. Mais cette suspension judiciaire a eu un impact majeur et on a commencé à réfléchir à haute voix sur son importance après les attaques de Charlie Hebdo. On s'est rendu compte que cette suspension judiciaire impactait négativement la coopération sécuritaire, l'échange de renseignements et d'intelligence entre les deux pays. Et à ce moment-là, plusieurs voix, notamment de droite et à gauche, se sont élevées pour dire qu'il était anormal que la France et le Maroc, pays proches, pays au destin commun, sur tous les plans, ne puissent pas avoir une coopération sécuritaire à ce niveau-là. Et Charlie Hebdo a été le déclencheur de ce retour progressif de la coopération sécuritaire, sachant que les deux pays sont visés par les organisations terroristes et sachant que s'ils n'échangent pas leurs informations, il risque d'y avoir des attentats à Paris ou au Maroc parce qu'il y a eu ce vide et ce manque d'échange d'informations. Donc on a retrouvé cet échange, ce niveau d'information. Après avoir bien sûr signé une convention additive à la convention judiciaire et juridique qui est la France et le Maroc, signée par les deux ministres de la Justice à l'époque, Moustapha Ramid. Ça veut dire quoi cette convention? Alors cette convention clôt un petit peu le malentendu entre la France et le Maroc. Il instruit et il installe un nouveau mécanisme que quand une personnalité ou un Marocain est poursuivi par la justice française, il faut que d'abord ça passe par les chancelleries, par les ministères des Affaires étrangères, par la justice marocaine. Ce que dénoncent de nombreuses ONG aujourd'hui, dont Amnesty International, est-ce que ça veut dire qu'on a mis les droits de l'homme un peu sous le tapis au nom de la raison d'État et de la lutte contre le terrorisme? Non, on ne peut pas aller jusque-là. Ce genre d'organisations sont un peu dans l'excès. Il y a les relations d'État à État. Et quand on veut avoir une qualité supérieure de cette relation, il faut absolument qu'il y ait un traitement spécial de cette relation. On ne peut pas imaginer deux pays inscrits dans la lutte terrible contre le terrorisme et avoir ce genre de méfiance à l'égard de leur élite politique. Donc il fallait absolument installer un mécanisme qui rassure et protège les uns et les autres. Mais qui est dénoncé, on le rappelle quand même, Moustapha, par les organisations des droits de l'homme et notamment par Amnesty International. C'est une visite de Manuel Valls symbolique pour dire voilà, on s'est rapproché, c'est une visite de haut niveau, ou est-ce qu'il va y avoir des contrats qui vont être signés ou d'autres choses? Quel est l'objectif de cette visite? Alors malgré le côté court et bref de cette visite, c'est une visite extrêmement importante et intense, pour la simple raison que Manuel Valls est quelqu'un, le Premier ministre Manuel Valls, est quelqu'un de très apprécié, de très aimé à Rabat. Pour quelle raison? Pendant la crise, la longue crise d'une année entre le Maroc et la France, il était une des rares voix à dire à haute voix qu'il ne faut pas
qu'il faut que cette crise s'arrête et qu'il faut qu'il y ait la normalisation des relations. Et sa voix, la voix de Manuel Valls, a porté plus que celle de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, plus que celle de Christian Taubira, ministre de la Justice. Donc, les Marocains lui sont gré de cet engagement personnel à recoudre les fils de la relation France-Maroc. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est parti consolider ce partenariat. Alors, bien sûr, Manuel Valls prépare la commission mixte France-Maroc qui va avoir lieu en juin à Paris et qui aura la dure tâche d'établir une feuille de route pour la nature des relations entre les deux pays pour les 2 années à venir, ce qui n'est pas une mince affaire dans le contexte actuel. Merci beaucoup. Merci Moustapha Tossa pour ce décryptage concernant donc cette visite de Manuel Valls, le Premier ministre français, à Rabat, une visite donc qui marque la fin de la brouille entre la France et le Maroc. Merci Moustapha.